Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet pour une nouvelle discussion Hall of Fame. Et oui, avant la fin de l'année ou peut-être au début de l'année, ça dépend quand vous lancerez cette vidéo. Je suis de retour avec le sociétaire de la piraterie de la boxe, Antoine de 130livres.com. Salut Antoine. Salut Captain, salut les pirates. Alors Antoine, on se disait peut-être que la série légendaire des discussions Hall of Fame allait revenir qu'en 2022, mais non, une opportunité se présente à nous pour vous en faire une dernière pour 2021 et la première de 2022. Et c'est une discussion, Antoine, qu'on avait en tête depuis vraiment très 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 longtemps. Et je trouve que c'est très intéressant de revenir sur un personnage finalement qui, avec le temps, est de plus en plus méconnu. Je sais pas ce que tu en penses. C'est l'empereur, enfin, si je peux l'appeler l'empereur, parce qu'il a affronté un empereur, mais c'est Kostatsu. Kostatsu qui est vraiment. Alors là, on parle vraiment de notre époque, à tous les deux, hein. C'est vraiment la boxe de notre époque. C'est un personnage, c'est une figure de notre époque. Et ben, ça me fait super plaisir de revenir sur Kostatsu parce que je trouve que de ces légendes des années 90 principalement, c'est celui qui est en train de disparaître le plus, alors que son fils est en activité, etc. Et le remettre au goût du jour, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et toi, Antoine? Siou, il faut comprendre ce que ne se figurent peut-être pas les plus jeunes d'entre nous. Il faut comprendre ce que c'était à l'époque quand on a vu débarquer ce spécimen-là, parce que à l'époque où on a commencé à regarder de la boxe, finalement les Russes c'était Ivan Drago, c'était Rocky IV. Mais la boxe professionnelle c'était le pays des Américains. Et on voit débarquer un jour, moi je me souviens pas, Captain, c'est ta première question habituelle, je me souviens pas du Ouais. premier combat que j'ai vu avec Tsiou. Mais je me rappelle un encart, un insert, quelques images dans l'équipe du dimanche sur Canal ou un truc comme ça, où on Voilà. montre ce mec avec sa queue de rat, son faciès mongolo-coréen, parce qu'il avait, voilà, il a des racines asiatiques, un peu comme Triple G d'ailleurs. Voilà. Et on dit, ben voilà, ce type, il était dans l'armée rouge et il est devenu boxeur professionnel. Et là, ça crée quand même une espèce de d'étonnement, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, mais que vient faire un Russe concrètement dans la boxe pro? On sait qu'ils sont parfois bons en amateur, mais c'est un jeu complètement différent. Donc, on voit arriver ce mec-là qui passe des jolis KO, mais on se demande s'il arrivera au plus haut niveau parce que il est pionnier, il est précurseur, il n'a pas de repères. Il n'a pas du tout boxé en amateur en se projetant dans le monde des pros. La chute du mur est arrivée en plein milieu, mais il a subi l'histoire en quelque sorte. Subi, Et oui. donc, cette histoire, elle est très atypique. Mm. Et effectivement, on ne se rend pas compte aujourd'hui que finalement, les boxeurs russes, ukrainiens, de toutes les anciennes républiques soviétiques sont devenus les patrons du game. Alors, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est devenu des places fortes de la boxe contemporaine. Ben voilà, là, on est à l'époque où le mec est un ovni. Et personne, Exact. je crois, peu de gens se souviennent bien de ça et remettent ça en perspective. Exactement, parce que exactement, c'est l'une des premières figures russes, si l'on peut dire, mais qui va faire un grand chemin détourné. Mais vraiment, le plus grand chemin détourné qu'il puisse prendre, il va le prendre pour, euh, comment dire, s'imposer dans le monde professionnel. Et il fait partie de ces premiers russophones dans le monde professionnel qui vont marquer très fortement les esprits. Comme tu l'as dit, moi, je pense que j'ai exactement la même image que toi. Comment je le découvre? C'est aussi un encart avec notre ami Christian Delcourt et Jean-Claude Boutier. On salue Christian s'il nous regarde, évidemment. On pense fort à lui. Qui, en faisant plusieurs... Tu sais, l'équipe du dimanche, on le regardait. Moi, j'ai jamais été fan de foot. Je m'y suis mis, tu vois. Je m'y suis mis à un moment, tu vois, parce que, bon, en français, dans les années 90, on s'y est mis. Mais je regardais religieusement l'équipe du dimanche parce que j'espérais toujours le petit moment box qui n'arrivait pas toutes les semaines, mais qui arrivait quand même très régulièrement. Très régulièrement. Et donc, où on faisait des petits vidéos, des petits résumés, si je peux dire, chercher le mot, résumés des combats qui n'étaient pas diffusés en direct, mais dont Canal avait les droits ou les cassettes, justement. Et dessus, ça arrive notamment contre un certain Jack Rodriguez. Et ça, c'est une image qui est restée. Pour moi, c'est une image qui est restée parce que, comme tu le dis, oui, c'est un Russe. On va vous le dire, c'est un Russe euh, australien.
Donc déjà, le concept et c'est un délire total. Avec un look très précis, un peu à la Tyson, toujours short noir, toujours chaussures noires et chaussettes, chaussettes noires, grandes chaussettes noires, voilà, avec rasé sur les côtés et avec la queue de cheval, la queue de rat, comme tu dis, spéciale, qui pour lui était un symbole, on va en parler, qui était un symbole très fort. C'était pas une histoire de look, c'était si Kostatsu a un seul propos politique, on peut dire, ça tient dans son look. Parce que c'est un look qu'il ne pouvait pas avoir en URSS. En URSS, ce look-là, il lui était interdit. Et c'est pour ça qu'il le fait. Donc, on va commencer par le début. Kostatsu est un génie du monde amateur, comme l'URSS peut en créer. Vraiment, école russe. D'ailleurs, moi je trouve, et là c'est un flash forward que je fais, mais qu'il est génial à étudier parce que dans Kostatsu, tu vois beaucoup de l'école russe en termes de positionnement, en termes de jeu sur ce que j'appelle les bases, le centre de gravité, les appuis, tout ça. C'est vraiment l'école russe à son nec plus ultra. Et c'est des choses, messieurs, dames, que vous reverrez par certains aspects chez Triple G, comme tu le disais tout à l'heure, Antoine. Donc, c'est la pépite russe. Je ne sais plus s'il fait les JO de Séoul. Je ne sais plus. Il les fait et il est éliminé assez vite. Il est éliminé assez vite parce que jeune. Voilà, parce que jeune. Mais il est là. Et puis, arrive 1991, où il y a les championnats du monde amateurs qui se font. Qui se font où? Qui se font, si je ne me trompe pas, à Melbourne, Australie. En tout cas, en Australie, ouais. En Australie. Et là, il va être étincelant. En 91, l'URSS n'existe plus. C'est l'effondrement. C'est-à-dire que c'est quand même des athlètes qui vivent un effondrement. Vous comprenez que tout s'effondre, les bases, leur société, il n'y a plus rien. C'est le chaos. Mais lui, avec l'équipe russe, il va là-bas et il fait un tournoi, beaucoup disent que c'est un des tournois les plus géniaux qu'ils ont vus. Et avec une finale, qui est une finale, on ne le sait pas, mais qui est une finale légendaire, contre Vernon Forrest. Oui. Contre Vernon Forrest, qui est en finale. Vous avez Tsu Forrest, c'est quand même assez légendaire, et Tsu est le grand vainqueur des championnats du monde et devient le champion du monde amateur que tout le monde voit, que tout le monde veut. Et voilà. Est-ce que donc tournoi et surtout finale facilement trouvable sur YouTube, hein, les amis. As-tu un mot à dire sur ce fameux tournoi qui va changer sa vie? Très, très simplement, Forrest avait, pour le coup, ceux qui connaissent Forrest peuvent se le dire, Forrest avait vraiment une très belle boxe amateur. C'était un pur technicien, Vernon Forrest. Et qui fera les JO de Barcelone l'année suivante. Voilà. Et surclasser ce mec-là en boxe amateur, c'est vraiment un gros défi. Parce que voilà, un type aussi solide techniquement, c'est sur 3 rounds, c'est très 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 complexe. Et Tsu gagne de mémoire assez nettement. Et en effet, voilà, ça pose un pédigré. Donc tu sais à la base que le type est un très grand boxeur amateur. Après la conversion au monde pro, alors il va décider justement, hein, tu l'as dit, il finira par s'établir en Australie. Finalement, il vit le meilleur été de sa life en 91. Il débarque en Australie, il gagne l'or au championnat du monde, il découvre une société ouverte de gens sympas, etc. Et 1 ou 2 ans après, il va revenir quand il aura le choix, quand il pourra décider de son avenir. Mais il va tout simplement revenir en Australie pour aller s'y installer avec sa copine russe de l'époque, parce que voilà, c'est le pays des possibles et ce sera le pays qui lui permettra de passer professionnel, chose qu'il aurait eu du mal à faire dans l'ex-Russie soviétique de l'époque. Donc, voilà, on imagine que pour lui, c'est des souvenirs particuliers. Et pour la boxe, c'est la naissance d'un vrai phénomène. C'est la naissance d'un vrai phénomène. Aussi, choc culturel complètement absorbé par Tsu, de passer de sa société à la société australienne. Et c'est aussi une rencontre qu'il fait dans les championnats du monde avec un promoteur-manager de l'époque, mais qui va miser le tout pour le tout sur lui. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'il s'installe, parce qu'il y a quelqu'un qui sait lui parler, un promoteur australien,
dégarni, vous pouvez le voir assez balèze, qui est aussi d'origine russe, et ça va beaucoup jouer. Et voilà. Donc, Thio préfère passer professionnel que faire les Jeux Olympiques de Barcelone. C'est extrêmement important à comprendre. C'est extrêmement important parce que déjà, ce n'est pas la voie facile. S'il avait eu de la patience ou s'il avait dû peut-être accepter des choses peut-être pas trop acceptables à ce moment-là en ex-URSS, il aurait certainement été champion olympique. Voilà, on peut extrapoler bien sûr, il fallait le faire le tournoi, mais il y avait des fortes chances. Et puis, il y avait du monde à l'époque. Il y avait du monde et tout. Peut-être que Julien Lorcy aurait pu affronter dessus aussi dans le tournoi. Enfin, tu vois, il y a des choses incroyables qui auraient pu se passer. Je ne crois pas que c'était la même catégorie, mais bon, bref. Il y avait tellement de noms à Barcelone. Il ne le fait pas. Et il passe professionnel donc en Australie, mais comme vous le dites, c'est une pépite qui est sûre de lui et qui est en fait déjà un pro avant l'heure. Parce que ça ne va pas être une carrière où on va attendre une trentaine de combats pour y aller, dans le grand bain. On y va direct. C'est-à-dire que Thio, je crois qu'il y a son deuxième adversaire qui a une fiche nulle, c'est-à-dire genre 12 victoires, 12 défaites. Mais sinon, il prend que des mecs qui ont des fiches positives, dès le début. Il prend que des mecs qui ont des fiches positives, bien sûr, des vétérans. Je crois qu'il y a Juan Laporte qui prend genre... Vers le 10e combat, il prend Laporte, qui est plutôt sur le déclin, mais qui reste Laporte. Et sur le déclin, voilà. Il prend Livingston Bramble, aussi sur le déclin. Mais c'était quand même quelqu'un. Enfin, dans les années 80, c'était quelqu'un, on en a souvent parlé tous les deux. Si je dis pas de bêtises, c'est les deux seuls d'ailleurs qui tiennent la distance. C'est les deux premiers qui tiennent la distance contre lui, si je dis pas de bêtises. Voilà, à l'expérience. À l'expérience, parce que ça frappe de fou. Et donc, en très peu de temps, c'est-à-dire mi-92 jusqu'à 95, ça prend des mecs comme ça. Donc, ça s'établit très vite comme un gars que tu vas devoir affronter pour une ceinture. Et que tu veux une ceinture ou que tu possèdes une ceinture. Donc, en fait, celui qui va payer les pots, il s'appelle Jack Rodriguez. Jack Rodriguez, qui est un boxeur de ces années 90 que j'aime beaucoup, gaucher de son état, qui affrontera aussi Pernell Whitaker, aussi, une grosse victoire de Whitaker d'ailleurs. Mais il a la ceinture IBF et au MGM de Las Vegas, qui est tout neuf, qui est tout beau, il affronte Costa Tio. Je te mets la photo et ça, c'est iconique. Tu vois, tu as le look iconique de Costa Tio. Tu as les gants Everlast et pas Reyes. Et le champion en titre essaye de boxer Tio. Il a des bons rounds, ça bouge bien. Et vraiment, Rodriguez est sur son A-game, si je puis dire, parce que normalement, il ne bouge pas aussi bien. Mais là, il bouge bien parce qu'il faut bouger contre Costa Tio. Ajustement de Tio, ça prend quelques rounds. Et puis, si je me trompe pas, c'est au 5e. Grosse accélération de Tio et tu peux rien faire. Et c'est Rodriguez qui était, alors peut-être je me trompe, je n'ai pas tout vérifié, mais qui était peut-être invaincu à l'époque, à vérifier, ou alors il devait, qui était considéré comme un mec solide, qui était considéré en tout cas comme un mec très solide, et ben Tio va le terminer. Image iconique qu'on voit sur Canal+ grâce à Christian Delcourt. Et il prend la ceinture IBF des super légers. Ouais, vérification faite, Rodriguez n'était pas invaincu, mais c'était un boxeur solide. C'était un portoricain assez atypique. Déjà, il était gaucher, tu l'as rappelé, mais c'était une combinaison assez rare de pressure fighter à l'origine, mais pas gros frappeur. C'est un type qui gagnait des rounds par son activité. Et contre Tio, comme tu l'as dit, il est obligé de bouger. Il ne peut pas appliquer cette tactique habituelle parce que quand tu vas trop vite au contact d'un mec comme Tio, tu t'exposes à un boxeur offensif qui tape très fort et qui met des combos extrêmement impressionnants. Tio, donc, c'est l'école du bloc de l'Est, c'est l'école de la boxe amateur soviétique de l'époque. Ça travaille derrière un jab bien efficace. C'est capable d'enchaîner derrière directement sur un crochet gauche, jab crochet gauche en haut ou au corps. Il est capable de faire les deux de manière très fluide et d'enchaîner derrière sur la droite. Donc, c'est un combo qui fait souvent et qui fait très, très mal. Tio, on le voit dès le combat contre Rodriguez parce que Rodriguez n'est pas un gros frappeur, mais il fait saigner Tio. Il fait saigner Tio à la fin du combat. Tio est un peu ouvert.
Tsu, c'est pas un grand défenseur. Ce sera sa faiblesse. C'est un boxeur qui attaque tout le temps mieux que l'adversaire, en gros, Ouais. et qui est assez confiant dans ses moyens physiques. Et Assez raide, voilà, pas souple, c'est ça. pas très souple, mais C'est pas le head qui est souple. movement des boxeurs américains. Non. C'est pas le voilà. Voilà. Lui, c'est vraiment les combos offensifs. C'est je coupe le ring, c'est j'étouffe ma proie, et c'est de toute façon, je vais toujours t'en mettre une de plus. Et puis, c'est voilà, une maîtrise du timing, on le verra dans la suite de sa carrière, extrêmement impressionnante. Donc, ce Rodriguez, il fait plutôt un bon combat. Tu l'as dit, au 5e round, il va au tapis une première fois, et au 6e, il y va 3 fois de mémoire. Enfin bon, ça devient très très compliqué. Il n'a pas fait un mauvais combat, Rodriguez contre Non. Tsu, mais voilà, c'est un champion du monde qui n'est pas rentré dans l'histoire, plutôt agréable d'avoir boxé, tu l'as rappelé, Ouais. et qui n'avait pas les armes pour lutter contre Tsu, parce que on va le voir, ça va se vérifier dans sa carrière, on ne spoil pas tout, mais en gros, pour poser des problèmes là-dessus, il fallait taper. Voilà, c'était pas, c'était de très fou. Ouais. compliqué. À 140 livres, battre Tsu à la pure escrime de points, à la rigueur, tu fais un fantasy match-up contre Floyd Mayweather peut-être, mais c'est très compliqué parce qu'un type qui est aussi actif, aussi précis et qui tape aussi fort que Tsu, c'est très très dur de le battre au point. Voilà. Très très dur. Et c'est assez iconique parce que euh, Jack Rodriguez tombe, tu sais, mais le genou à terre et tout ça, vraiment, moi, ça m'avait vraiment fortement marqué. Ouais. Et ce look est atypique et tout ça. Donc, vraiment, on a l'éclosion en direct d'une figure, d'un Ouais. visage, d'une figure, d'une attitude, d'une boxe, de ce côté, de ce côté froid et chaud à la fois parce que le mec est très souriant très. Et donc tu te dis ah potentiel star. Oh là il y a quelque chose. Là il y a quelque chose à faire et c'est vrai parce que de toute façon il intéresse les Américains même s'il retourne pour défendre Mmh. première fois sa ceinture, il retourne en Australie sur sa terre. Regarde, je t'ai mis cette photo-là, avec Ouais. une victoire au point contre The Black Mamba, contre Roger Mayweather, qui, euh, qui à ce moment-là est devenu un vétéran. Il y a eu les guerres avec Chavez qui ont déjà eu lieu et tout ça, mais qui a cette possibilité de reprendre un titre, tu vois. Donc il va en Australie. On l'oublie souvent que Roger Mayweather aussi est allé en Australie, défier Tsu et surtout faire la limite avec Tsu à Ouais. ce moment-là. Ce qui est vraiment Absolument. fort. Ce qui est vraiment la force de la part de Roger Mayweather. Un Roger Mayweather mériterait, c'est vrai qu'on mériterait aussi une discussion à lui. Il faudra qu'on y pense peut-être l'année prochaine, mon cher Antoine. Écoute, Et ben voilà, écoute, toujours partant, hein, évidemment. Euh, mais Tsu, faut le rappeler aussi, il a peu de combats pour prendre des mecs aussi expérimentés que Roger Mayweather. ouais. Ça, Il est ça dit, à, ça, il est à 14 combats de mémoire quand il prend Roger, donc il est champion à 13 combats, si je te dis pas de bêtises, voilà, 13 ou c'est ça. 14. Donc c'est son 14e. C'est son Ouais. 14e combat. Et Mm. ça veut dire des choses. Moi, je trouve que cette victoire, elle est au point. Ça veut dire des choses sur les deux. À la fois sur la dimension de Roger Mayweather, qui n'est pas vu à sa juste valeur, et aussi que Tsu, ça parle vrai. Tu sais, nous, aujourd'hui, Antoine, on se désole de la boxe qui est en trompe-l'œil, en faux semblant, tu sais, où des mecs, ça accumule les combats, et puis en fait, on sent bien qu'on n'est pas encore dans le vrai là. Tu vois, c'est tout de suite ça, quoi. C'est ça qui était agréable. C'est qu'on est dans du vrai, on est dans le vrai, quoi. Ça parle boxe, vraiment. C'est une belle victoire, c'est une belle victoire, un beau combat, que je n'ai pas revu, d'ailleurs, pour préparer l'émission. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de le revoir. En fait, ce qui est assez marquant dans l'histoire, donc, c'est que Mayweather, dans la catégorie, il a pas mal d'allonges. Ouais. Et en fait, c'est un atout dont il essaye de jouer. Il essaye de garder Tsu à distance. Et il n'y arrive pas. Tsu gagne une dizaine de rounds sur le combat au moins. Et en effet, ce qui est assez marquant, c'est que voilà, rien n'empêche finalement Costa de travailler à sa distance. Et en effet, bon, le mérite de Mayweather, c'est d'encaisser parce que c'est quand même un boxeur, bon, voilà, qui en a pris d'assez bonnes en carrière, qui avait déjà été mis KO, etc. Mais voilà, il fait une sortie honorable, mais à aucun moment on ne doute de l'issue du combat. Enfin, franchement, c'est très très one-sided. Ouais, undecided. Et donc, combat
un peu oublié parce qu'en Australie aussi. À l'époque, ça joue quand même dans les années 90, ça joue beaucoup, tu sais, pour que tu passes à côté de l'intérêt. Donc, il faut l'intérêt américain, il faut tout de suite le renvoyer. Et retour de Tue en janvier 97, je suis en face de mon écran, peut-être toi aussi, pour cette soirée de La Hoya Gonzalez en super léger. De La Hoya va défendre la ceinture qu'il a pris à Julio César Chavez en mai de l'année précédente, en 96. Là, on est en 97. Il y a Michael Carbaral et il y a Tsu qui est là. Et il n'est pas là pour rien. Il est là parce que il y a une idée, surtout de Bob Arum, il y a une idée, surtout pour les super légers. On est chez les super légers avec Tsu, ça a son importance parce qu'on y restera. C'est pas le cas de La Hoya. Mais patatras, Tsu ce soir-là est dans un combat pour le faire briller contre Leonardo Mas. Mais Leonardo Mas, il n'a pas envie de souffrir. Il n'a pas envie de souffrir le martyr, ce qui peut plus ou moins se comprendre. Et donc, un peu truqueur, beaucoup truqueur, Leonardo Mas va réussir à trouver une porte de sortie dès le début, dès le premier round. Tu sais, pour, je sais plus, un coup derrière la tête, ou je sais plus ce qui se passe. Enfin, je crois que c'est un coup après un break, mais il est déjà allé 2 fois au tapis. Voilà. Voilà, il est déjà allé. Voilà. Ah ouais. Et donc, il utilise ce coup après le break à fond, le Leonardo Mas, et finalement, ça donne une mauvaise impression parce que Tsu était ultra bien parti. Et voilà. Et arrive donc un thème de l'histoire, de la grande histoire de boxe. Chez les super légers. On se dit que, souvent, on se dit, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de La Hoya, Tsu, qui était dans les petits papiers de Bob Arum. Mais je crois, en fait, que ce désagrément avec Leonardo Mas va arranger beaucoup de gens, le clan de La Hoya, le clan Top Rank aussi, parce que en fait, ça a été le temps de cette soirée et des quelques semaines qui a suivi que De La Hoya Tsu aurait pu être signé. Après, c'était déjà trop tard. Pourquoi? Parce que De La Hoya, dès avril de la même année, s'engage dans un combat contre Pernell Whitaker chez les Walter, change de catégorie. Donc c'était déjà fini, tu vois, à partir de avril 97, cette idée, cet espoir qu'on avait d'avoir un combat de La Hoya Gonzalez, notamment chez les super légers, c'était fini. Ça aurait été, pour moi, ça aurait été un combat incroyable. Je ne dis pas que Tsu aurait été le favori. Loin de là, je pense que De La Hoya avait le jab pour le bien me faire chier. Mais quel match-up! C'est le what if, certainement de notre génération, Antoine. Ça aurait été merveilleux. Ça aurait été merveilleux, objectivement, parce que bon, ce dont on peut être à peu près certain quand on voit tous les adversaires qu'a pris De La Hoya, il a boxé tout le monde. Donc ça a été vraiment une affaire de business. C'est pas De La Hoya qui a pas voulu boxer dessus, à mon humble avis. C'est pas de la mauvaise volonté ou non, c'est pas ça. Mais c'est Oscar a boxé tout le monde. Le timing a été mauvais. Timing mauvais, grande tristesse en effet. Je pense que Oscar était un boxeur plus complet que Tsu sur les aspects offensifs et défensifs. Alors il n'aurait pas été à la fête, hein. Pas du tout. Tsu avait sa chance. Je pense que comment dirais-je, les ouvertures que laisse Tsu, les ouvertures défensives que laisse Tsu, au bout d'un moment avec le crochet gauche d'Oscar, à mon avis, il se passe un truc. Mais c'est la guerre. C'est la bagarre. Et ça peut être un combat fabuleux. Et puis voilà, c'est peut-être un des plus grands duels de jabber de l'histoire. Voilà. Donc, on est passé à côté de quelque chose d'énorme. C'est aussi ça l'histoire de boxe. Et donc, De La Hoya va continuer sa carrière, notamment chez les Walter et ainsi de suite. Alors que Tsu, lui, on vous le dit, c'est l'homme d'une catégorie. C'est très important ça parce qu'en fait, ça ne va pas l'avantager. Dans une époque où déjà, dans les esprits, il est de bon ton, si tu veux être une méga star, de changer de catégorie. On a appris ça surtout avec Sugar Ray Leonard dans les années 80. Tu vois, un peu, c'est le Marvin Hagler, tu vois. C'est le Marvin Hagler des années 90, tu vois. Lui, il reste dans sa caté, c'est les 140 livres, et c'est ainsi. On enlève cette affiche, et la carrière de Tsu continue avec HBO,
parce que HBO croit en lui à cette époque-là. Et on va arriver, deuxième partie de 97, juste à la suite. Et là, c'est énorme ce qui se passe. Parce que là, c'est un truc qu'on ne voit pas venir. Et comme tu le dis, ce Tsu qui est si impressionnant, eh ben, c'est là que je me dis que j'avais pas encore un œil assez aiguisé, parce que je n'aurais jamais cru voir ça, ce qui allait se passer. Et ça, on l'a vécu aussi dans l'équipe du dimanche, si je ne me trompe pas, mon cher Antoine. Vince Philippe. On ne l'a pas vécu en direct, on l'a vécu à l'équipe du dimanche, je suis presque persuadé, mais notre ami Christian Delcourt nous le confirmera la prochaine fois. Tsu, Vince Philippe à Atlantic City. Encore une fois, pour travailler dessus sur le continent américain, sur le public américain, sur le public de HBO. Voilà. HBO a disparu depuis quelques années de la boxe. C'est comme si on avait oublié ce qui était l'importance de HBO à cette époque, mon cher Antoine. Mais il faut le redire, c'est hyper important. Et Vince Phillips, qui est un très bon boxeur, a lui vu ce que tu disais, Antoine, les aspects, les problèmes de Tsu. Ça, c'est raide. Ça bouge pas la tête, même sur d'autres aspects, il est parfait. Et donc, on s'engage pour Tsu, un combat qui part bien. Qui part bien pour Tsu. Il exprime bien ses choses. Superbe jab, la droite qui fait mal. Il essaye d'avancer. Mais Vince Philippe a l'intelligence de comprendre que c'est la nuit, enfin, la soirée pour lui. C'est où j'existe, ou j'existe pas ce soir-là. Regardez comment Vince Philippe arrive sur l'arène. Il est remonté à bloc. Il est prêt pour la guerre. Et c'est ce qui va se passer. Même si Tsu, je trouve, à la boxe domine, Vince Philippe a une boxe, Antoine, tellement intelligente, c'est-à-dire qu'il essaye de finir les séquences de Tsu. Tsu a une bonne séquence, Vince Philippe essaye d'avoir le dernier mot. Tu sais, de le contrer. Très bon overhand pour passer au-dessus de son très bon jab qu'il arrive à faire. Et ça se déstabilise. Alors, je ne dirais pas que c'est un dogfight, mais c'est un combat âpre. On est à la limite du dogfight sans y être, à mes yeux. Tu me diras ce que tu en penses. Mais c'est un combat âpre, mais vraiment âpre au sens premier du terme. Vince Philippe le rend vraiment, ouais, j'ai pas d'autres mots là qui me viennent en tête, mais vraiment âpre. Et c'est incroyable. Et il va avoir au 9e round, Vince Philippe est chaud bouillant. Et si je me trompe pas, on va avoir un 10e round. 10e round où, même s'il n'a pas été secoué dans le 10e, à cause de ses erreurs, Tsu est secoué. Et Vince Philippe a l'enchaînement de sa vie. L'enchaînement de sa vie. C'est-à-dire qu'il arrive à secouer, à toucher Tsu, à le faire reculer. Et là, il le finit. Avec, finalement, moi, je trouve un bon arrêt de l'arbitre. Parce que Tsu, regardez les 2 derniers coups qu'il prend, c'est pleine puissance. C'est des coups où on voit ses yeux commencer à se révulser, effectivement. Et on en est là, on est à ce moment-là. Et c'est pas exactement ce moment-là, mais on est dans cette émotion-là. Et l'arbitre arrête Costa Tsu. Et c'est un upset. Parce que le Vince Philippe, connu ni d'Ève ni d'Adam avant ce dimanche soir-là pour moi. Et c'est absolument énorme. Et c'est, encore une fois, la boxe. La boxe, même si t'es une pépite, attention. Attention, la boxe peut te jouer des sales tours. Vince Philippe a joué un sacré sale tour à Costa Tsu, mais quel combat, Antoine, quel combat. C'est un très grand combat, en effet. D'ailleurs, on fera tout à l'heure le bilan de la carrière de Tsu, mais Tsu était un grand spécialiste. Ora était un grand spécialiste des démonstrations. Et les combats finalement les plus âpres et peut-être les meilleurs de sa carrière ne sont pas forcément ceux qu'il a gagnés finalement. Exact. Parce que quand il y avait vraiment du répondant, c'était autre chose. Alors en effet, ce Vince Phillips, il n'a pas beaucoup de références. Simplement, il est beaucoup plus expérimenté que Tsu en pro. Hein, il a 35 combats, 3 défaites. Ouais. En gros, c'est do or die pour lui ce soir-là. Exact. Il a déjà eu une chance contre Anthony Jones qui a été challenger de Pernell Whitaker. Il a déjà eu une chance contre Ike Quartet. Et en gros, là, c'est un peu sa dernière chance de sortir de l'anonymat. Il est très imposant physiquement. Il est assez mastoc. À mon avis, pour faire le poids à 140, il devait avoir une vie d'asset, ce mec-là.
Donc il est assez imposant physiquement, il a une bonne allonge de mémoire. Et en effet, comme tu l'as dit, très tôt dans le combat, on s'aperçoit que, en gros, Tsu déroule sa boxe de manière assez, comment dirais-je, un peu arrogante. Il est souriant, il balance un peu toujours le même enchaînement, il avance sur Phillips comme un bulldozer. Et Phillips le time. Il le time très bien avec, tu l'as dit, sa droite en overhand. Il le time très bien. Et il le touche une fois, 2 fois, 3 fois. Et effectivement, Tsu gagne les rounds, mais il prend des coups. Il prend des coups et le combat devient le combat âpre que tu décris, peut-être le dogfight, vers le 5e round. Là, ça devient une lutte. Tsu commence à fatiguer un peu. Et là, on s'aperçoit d'un truc qui est quand même à la fois un péché d'orgueil et peut-être aussi une limite de compétence de la part de Tsu. C'est-à-dire qu'il n'a pas de plan B. Il n'a pas de plan B pour affronter ce type-là. Il continue à faire toujours les mêmes choses. Il se dit, ça va finir par passer. Et en fait, ça passe pas. Ça passe pas déjà parce qu'au 7e round, là, les échanges sont plus... là où on peut parler de dogfight, c'est qu'ils se retrouvent à certains moments front contre front, ça boxe de près, et un peu à la Iran Barclay contre Tommy Hearns, de près, Phillips arrive à toucher avec sa droite, et d'une courte droite, il fait tomber dessus. C'est son premier knockdown subi en carrière professionnelle. Et là, il sourit plus, là, Costia, il sourit plus. Et c'est... dans les rounds d'après, voilà, cette espèce d'absence de lucidité, Tsu ne se protège pas, Tsu continue effectivement à faire une espèce de forcing offensif, et c'est pas très malin, parce que ce soir-là, Phillips, voilà, c'était son bon soir, hein, il pouvait encaisser à peu près tout ce que Tsu lui envoyait, et puis lui, quand vous regardez les images du combat, malgré tout, il se protège, il a la garde haute, il essaie de bouger la tête, enfin bon, il essaie de pas constituer une cible statique autant que son adversaire. Je suis d'accord avec toi sur la valeur de l'arrêt de l'arbitre. Moi, j'ai pas de discussion là-dessus. C'est voilà, Tsu ce soir-là aura, et je respecte ce monsieur parce que c'est une légende de la boxe, mais un peu boxé comme un teubé, et il aura eu contre un type qui a su saisir sa chance. Voilà l'histoire du champion un peu trop sûr de lui, qui est arrivé à bien d'autres boxeurs dans l'histoire. Ce sera aussi peut-être là qu'on repérera chez Costia, d'une part, des lacunes de style, mais aussi tout multimédaillé en amateur qu'il était, parce qu'il avait aussi une médaille de bronze au championnat du monde de 89, tout champion du monde précoce qu'il aura été, tout vainqueur de mecs comme Laporté, comme Rumble, etc., ça reste un gars qui a une quinzaine de combats pro et qui n'a pas vu tout le pays possible. Alors un peu plus peut-être que ça à ce moment-là, mais voilà, c'est un type qui n'a pas toutes les pièces du puzzle. Et ça s'est senti ce soir-là. Le combat est excellent. Donc les Pirates, c'est un plaisir. Là où c'est un crève-cœur quand vous aimez bien Tsu, c'est que celui-là, il ne le gagnera pas. Ah non, et je pense que c'était inéluctable en fait, qu'un mec réussisse à faire l'upset sur Tsu à cette époque-là. Parce que comme tu le dis, il était pas mûr sur certains aspects de la boxe pro. Et là, ça va payer. Il va le payer cash ce soir-là. Rappelons, alors je parle de mémoire, mais vérifiez, mais je crois que sur la carte d'Harold Lederman de HBO, justement, la carte HBO, je crois que Phillips, il a que 2 rounds pour lui au moment du 10e round. Il a que 2 rounds pour lui, pour vous dire. Tu vois Tsu était typiquement le genre de boxeur que Lederman adorait. C'est-à-dire, il mettait des grosses pralines en avançant, etc., etc. Enfin bon, voilà, Harold, il adorait ce genre de mec. Je crois que c'est l'Upset of the Year, si je dis pas de bêtises, en 2003, pour The Ring. C'est l'Upset of the Year, voilà. En 97, tu veux dire? Pardon, cette année-là, pardon, en 97. Et ce Phillips, d'ailleurs, il aura un été indien dans sa carrière. Exactement, parce qu'il va défendre cette ceinture, voilà, tout à fait. Il va se maintenir. Il aura quelques victoires correctes par la suite. Mickey Ward et Alfonso Sanchez aussi. Donc ça aurait été un révélateur, quoi. C'est une jolie histoire de boxe. Voilà, c'est une vraie jolie, même quand tu es fan de Tsu. Son été indien, il commence avec ça. Il se finit avec une belle victoire sur Alfonso Sanchez, qui était vraiment monté à l'époque pour être un gros nom latino. Ça n'a pas été le cas, mais voilà. Et après il est redevenu, il a changé de statut. Ouais, c'est aussi une belle histoire de boxe. À ce moment-là, tu es sûr que si Tsu continue sa carrière à 140, là, le super fight contre De La Hoya, de toute façon, c'est fini, c'est mort. Il a perdu l'argument marketing de l'invincibilité. Voilà.
il a beaucoup perdu. Ce soir-là, il perd beaucoup. Exactement. Et il faut se réinventer, justement. Parce que, et c'est là où Tsu va être grand. Hop, je vais mettre cette affiche-là. Hop. C'est là où Tsu va être grand, c'est que ça aurait pu être downhill spiral, là, si je puis dire. Ouais. Mais il prend les choses bien. Il va refaire des combats à sa portée en Australie, je crois. Mais finalement, 98 va être son année tout de suite après. Il n'y a que quelques mois qui passent entre mai 97 et puis cette année 98 où il va boxer beaucoup pour se refaire et pour reprendre en confiance. Mais il lui faut peu, finalement. Parce que je ne me trompe pas, je crois que septembre 98, peut-être je me trompe, mais Tsu est de nouveau impliqué dans une affiche, dans une vraie affiche. Regardez, Rafael Ruelas à l'époque, encore une fois, si vous avez suivi les années 90 à fond en boxe, les frères Ruelas, ça se posait là aussi. C'était des noms de l'époque qui ont un peu cimenté les catégories, les générations. Il y a le frère qui se fait avoir par De La Hoya, et l'autre frère, Raphaël, lui, il prend Costa Tsu. Je crois que c'est aussi à Atlantic City, je suis pas sûr. Peut-être je me trompe. Plus sur où ça se passe. Il y a González Molina aussi, donc c'est une belle carte. Et Tsu, moi je trouve, est de retour. Tu vois, de retour parce que Ruelas, il faut se le prendre. Je sais plus si c'est une victoire avant la limite. Ça, j'ai plus. Oui, c'est une victoire avant la limite. C'est une victoire avant la limite parce que alors. Ouais, c'est un ticket haut, c'est vrai. Si c'est l'arbitre qui arrête ou si c'est un KO ou si c'est. Mais en tout cas, ce qui est très frappant quand tu vois le combat, le souvenir que j'en ai, c'est que voilà, ce qui montait quand même, qui venait quand même des poids légers, donc il était très grand physiquement, 1m80, c'était son principal atout parce que c'était pas un très gros frappeur, mais c'était un boxeur grand qui était capable de mettre du volume. Mais il a rien contre Tsu, il a rien du tout. Il a que dalle. Il s'était fait fumer précédemment d'ailleurs quelques années auparavant par De La Hoya. Il tient un peu plus longtemps contre Tsu, mais c'est voilà, c'est l'exemple typique vraiment d'une vraie différence de classe entre deux boxeurs et d'un Tsu qui a repris de la confiance et qui va dérouler sa boxe jusqu'au round 9. Voilà, c'est un combat qui, j'imagine, à l'époque, a dû beaucoup rassurer l'entourage de Tsu sur le fait que la machine était remise en marche et qu'il était capable. En plus, il gagne à El Paso, si je dis pas de bêtises. Ce combat, il a lieu à El Paso. Donc, tu vas boxer un latino à El Paso, le public, il est vraiment contre toi. C'est bon, voilà, faut quand même. Et ça, il le fera souvent, ça. Tu vois, il sera une star de l'époque, mais une star à une certaine dimension. C'est-à-dire que c'était pas une star qui pouvait imposer tout ce qu'il voulait. Ah, c'est clair. C'était pas De La Hoya. De La Hoya, il a imposé, quelque part, il a imposé son adversaire, si on veut dire, mais il a imposé le lieu, il a imposé tout, quoi. Tu vois, mais avec Tsu, il devait faire avec ce qu'on lui donnait, mais même s'il était une star. Et c'est un gros retour, parce que Ruelas, avoir une victoire sur Ruelas à ce moment-là, c'est très bien. Ça veut dire des choses. C'est un très bon retour. Et puis, il va confirmer dans la même année avec un mec qui était l'année précédente, 97, janvier 97, je vous parle de mémoire, mais je m'en souviens incroyablement de ce combat. Un homme, un Cubain lui aussi, quand je dis lui aussi, qui a un peu le même parcours que Tsu, c'est-à-dire il doit quitter Cuba, on sait qu'on doit quitter Cuba pour être pro à l'époque. C'est un des premiers qui émerge très fort. C'est Hurtado, qui était passé à ça d'une victoire contre Pernell Whitaker, en ayant fait un excellentissime combat contre Pernell Whitaker, mais Pernell qui fait une remontée fantastique pour le finir et pour pas perdre, justement, et pour surtout avoir son combat contre De La Hoya, tu vois, parce que c'est le combat juste avant De La Hoya, où qu'il a failli perdre. Vous imaginez? Donc, Pernell, il réussit à sauver les meubles à la dernière seconde. Ce KO, en plus, ce KO, il fait mal. C'est un KO iconique. Hurtado est dans les cordes et Pernell, il y va. Il a perdu beaucoup, Hurtado, ce soir-là. Mais Hurtado avait fait tellement une forte impression qu'il a une carrière américaine, tu vois. Et en 98, il y a Tsu Hurtado. Et là, moi, je trouve ça très intéressant. Pourquoi?
Parce que quelque part, ça vient un peu régler une histoire de... Alors là, on est chez les écrivains de boxe, hein. Mais dans le bloc soviétique de l'époque, fallait inclure Cuba. Il fallait inclure Cuba dans le bloc soviétique. Donc, quelque part, chez les pros, ils viennent régler l'histoire qui de la boxe proprement moscovite ou de la Havane était finalement le meilleur. Et bon, c'est clair. C'est clair que c'est Tsu qui... Hurtado va avoir ses séquences, hein, mais oui, il va avoir ses séquences. Mais Tsu, à la différence d'un combat contre Vince Philippe et tout ça, Tsu est beaucoup plus en maîtrise. Il laisse passer les séquences d'Hurtado, tu vois, mais quand arrive le mi-combat, en 2 temps, 3 mouvements, quelque part, je puis dire, il va nous arrêter Hurtado et il va renverser la chose, mais très appliqué. Enfin, c'est un combat que tu aimes bien, toi, Antoine? c'est un combat assez formidable, en particulier le round 1. Oui. Premier round, donc vous voyez sur les images, hein, Hurtado était, pour 140 livres, était un grand type, des longs bras, 1m82 quand même, donc c'est beau physique de boxeur, grosse carrière amateur. Et descendait de catégorie. Hein. Il descendait de catégorie. Il descendait de catégorie, absolument. Peut-être d'ailleurs que ça lui aura coûté et que ça aura inspiré Tsu pour ce qui aura suivi. Parce que, en gros, au premier round, Hurtado utilise son allonge, il passe des gauches-droites qui marchent pas trop mal. Et il finit par se faire cueillir par-dessus le jab par une grosse droite de Tsu qu'il envoie au tapis. Bon, qui le tape au sommet du crâne, qu'il envoie au tapis. Ouais. Et quand Tsu essaye de finir l'affaire dans la suite du premier round, lui-même se fait contrer. Il va au tapis une fois, et il va au tapis une deuxième fois. Il y a 3 knockdowns dans le premier round de Hurtado contre Tsu. Il se fait compter 2 fois, j'ai oublié. Ou il se fait compter qu'une seule fois. Il se fait compter 2 fois, Tsu. Complètement. Et en fait, l'histoire peut se répéter. Et là, si Tsu, malgré tout, se fait foutre en l'air en un round par Hurtado, là, voilà, il passe tout de suite au niveau du dessous et il devient un outsider, un gatekeeper, ce que tu veux, mais pas du tout une star. Ouais. Et en fait, il a l'intelligence pendant toute la suite du combat. Tu l'as dit, il gère là où il gère intelligemment le combat. Il repose sa boxe, il s'applique et puis surtout, il a affaire à ce grand dépendeur d'andouille qui descend de catégorie. Donc, il le travaille au corps et quand vous écoutez le son des frappes de Tsu au corps contre Hurtado, vous avez mal à chaque fois. Ouais. À chaque fois. Il finit par l'attendrir et il le fait tomber sur une grêle de coups de mémoire au 5e round. Ouais. Et il insiste vraiment au corps. Vous voyez quand même, Tsu a cette faculté qu'ont beaucoup de Mexicains à arriver à glisser la gauche au corps dans ses combos d'une manière extrêmement fluide. Ça surprend toujours et ça fait très très mal. Et véritablement, c'est un combat très sympa. Je crois qu'il est arrêté au 5e round. Et si je dis pas de bêtises non plus, c'est pour un titre par intérim. Donc il reprend une ceinture par intérim à ce moment-là, je crois WBC. Donc c'est un combat là encore important parce que contre Ruelas, il se remet le pied à l'étrier. Et contre Hurtado, il passe pas très loin de la catastrophe et il gère comme un champion. Et pour le coup, ce sera Hurtado qui se remettra pas vraiment de ce combat-là. Elle va continuer. Hein. C'est pas son dernier combat professionnel, mais lui, il repasse aussi dans la catégorie des gatekeepers après avoir perdu contre Tsu. Exactement. Et exactement. Et on l'oubliera. Et Tsu, comme tu le dis, il est de retour et on va entamer la période. En fait, on va entamer. Il va rebattre. Alors juste pour rendre cette justice, je rends cette justice à Hurtado. Il reprendra une ceinture après en battant Randall Bailey, je crois. Ah, mais Randall Bailey était un énorme puncher, donc très très fun, mais très très outboxable par un profil de boxeur cubain, par exemple. À partir du moment où t'évites qu'on t'appuie sur le bouton, Randall Bailey n'avait pas forcément toutes les armes pour battre un Hurtado. Donc je rends justice à Hurtado, effectivement. Il a repris une ceinture après. Bon. Mais Bailey n'était pas un all-time great, contrairement à Tsu. Et effectivement, arrive avec cette victoire qui est, je pense, un de ses derniers combats sur HBO, va arriver un chapitre. Et un chapitre de diffuseur, Tsu va devenir une figure de Showtime Boxing. Et là, vous allez le voir, et il va devenir une de ces figures de Showtime qu'on voyait à l'époque. Il y avait Tyson, mais il y avait Tsu
aussi, beaucoup, beaucoup. Et va arriver un combat, là, je trouve que c'est cette période où Tsu s'impose en tant que... Enfin, il en impose. Je trouve qu'on rentre dans une période de sa carrière où il en impose. Et moi, il y a un combat contre un mec que j'ai adoré. On l'a déjà vu dans l'émission un peu avant. Je vous remets son portrait. Miguel Angel Gonzalez. Miguel Angel Gonzalez, champion chez les légers. Je ne sais pas s'il a une ceinture aussi chez les super légers. Figure incroyable, qui était venu boxer Jean-Baptiste Mendy en France en 94 dans une guerre, une guerre comme on n'avait pas l'habitude d'en voir à l'époque en France. Incroyable. Et Miguel Angel Gonzalez, cette figure mexicaine, qui est là depuis des années. Hein. C'est déjà un vétéran à cette époque-là. On est en 99. On est en 99. Et on va arriver à encore... je crois que c'est au même endroit qu'il y a eu lieu Mayweather contre... le mec avec le crâne rasé, là. C'est à Miami, en tout cas. Mais... Ah, c'est à Miami, c'est pas au même endroit que... Ouais. Bref, je croyais que... Parce que ça me faisait penser à un casino de réserve indienne. Et arrive Tsu contre Miguel Angel Gonzalez. Je vous mets cette photo, elle est magique. Il est incroyable ce combat, je le trouve génial. Parce que Gonzalez, peut-être sent-il que c'est une des dernières possibilités de faire un gros truc. Il est là. Il est prêt. Il est avec Abel Sanchez dans son coin. Il est prêt, il est là, mais Tsu, lui aussi est là, parce que prendre Gonzalez à ce moment-là, c'est pas faire un step-up, c'est prendre un vrai nom, c'est s'affirmer d'autant plus. Et moi, je trouve que c'est un combat d'affirmation totale. C'est un combat, encore une fois, âpre, mais pas dans le même sens que Vince Philippe. C'est-à-dire que la puissance de Tsu se fait sentir tout de suite pour Gonzalez. Donc Gonzalez, en bon vétéran, doit faire feu de tout ce qu'il a dans son arsenal pour résister. Être dirty, des petits coups derrière la tête, s'il faut aller sous la ceinture. Il faut, et voilà, parce que faut vraiment résister à cette tornade Tsu, cette puissance Tsu, je devrais dire. Et Tsu, encore une fois, c'est appliqué. Qu'est-ce que c'est beau à voir? Parce que c'est propre, c'est appliqué, et c'est d'une puissance. Et c'est beau, parce que, tu vois, il fait quelque part, ce que lui a fait Vince Philippe. C'est-à-dire qu'il finit toujours les séquences. Il finit toujours les séquences. Il fait mal à Gonzalez au fur et à mesure. Et pour un arrêt inéluctable quelque part. Mais combat violent, combat assez spectaculaire à l'œil. Je vous garantis que c'est assez spectaculaire à voir. Les séquences, les combos, les crochets dont tu parlais, les droites en fin de séquence, c'est vraiment beau, le travail corps-face et tout. Je trouve ça très beau. Et puis, il y a quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose, moi, j'adore ce combat. J'adore ce combat. Et puis, là, on impose. Là, franchement, il en impose. Je sais pas. Dis-moi, Gonzalez avait déjà eu son combat contre Chavez. Oui, ils avaient fait match nul. Ils avaient fait match nul. En fait, la ceinture des... Voilà, le combat est pour le titre vacant des 140 livres, parce qu'il n'y a pas eu de vainqueur entre Chavez et Gonzalez. Et en effet, c'est un duel, la meilleure manière de le caractériser, c'est un duel de puncher technique, on va dire ça comme ça. Parce que c'est pas un dogfight, c'est une boxe qui est plus posée que lors du combat contre Phillips, parce que Tsu a un certain respect quand même pour Gonzalez. Gonzalez est un gros puncher dans la catégorie. Tsu a failli se faire avoir contre Hurtado, il a été arrêté contre Phillips, donc il commence à faire attention. Il a du respect pour les mains de Gonzalez, il boxe avec la garde plus haute que d'habitude, il se protège mieux. Et en effet, c'est un duel de puncher technique où on s'aperçoit progressivement au fil des rounds et surtout après le 5e que Tsu en met un peu plus. Il est plus précis, il a plus de volume, il est plus rapide. Il a pour lui, voilà, il est moins usé physiquement. Et donc, il prend clairement la main. Gonzalez, il faut le savoir, était plutôt sur la fin de sa carrière. Il avait aussi des soucis d'addiction, comme beaucoup de boxeurs de ces années-là. Hein. Il avait, c'était plus tout à fait le meilleur Gonzalez. Et Tsu domine vraiment ce combat. Mais je suis assez d'accord avec la manière dont tu le décris. C'est un combat intéressant parce que vraiment, c'est deux très beaux boxeurs offensifs qui se respectent et qui font de jolies choses toutes les deux. Mais on sent là encore qu'il y a un vrai écart
Il y a un vrai écart entre les deux. C'est pas un combat, comment dire, dont tu t'interroges énormément sur l'issue, en fait. Contre Phillips, c'est très excitant, c'est du dogfight, il y a du sang, etc. Là, c'est plus une démonstration assez implacable de contre Gonzalez. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et qui fait mal, et avec, mais avoir beaucoup de choses à regarder si vous voulez comprendre le style Stu, c'est vraiment un exemple type de combat à regarder pour comprendre le phénomène Stu. Et donc, grosse victoire sur Showtime, c'est une figure. Il confirme qu'il est devenu solide. Il confirme avec ça qu'il est devenu solide et que maintenant, on va le travailler. Alors, arrivent les années 2000, arrive l'an 2000, avec pour Tsu un grand combat, malheureusement pas un grand combat pour la boxe. Parce que Tsu est vraiment le mec qui finit la légende, l'empereur. Et Tsu est prêt. Quelque part, Tsu est respectueux de l'empereur, parce qu'il arrive prêt comme il faut. Regardez-le, il est massif, il est prêt pour développer sa boxe. Par contre, l'empereur, regardez cette image, une image qu'on n'a pas l'habitude de voir avec l'empereur. L'empereur n'y est pas. Chavez n'y est pas. Et c'est hallucinant parce que ce combat, pour moi, je le trouve dramatique pour les deux. À la fois pour Chavez, parce qu'il va manger sévère. Et puis, ça n'apporte rien à sa légende. Ce combat au contraire. Mais aussi pour Tsu, il est malheureux pour Tsu. Pourquoi ? Parce qu'avant même que le combat se fasse, en fait, il y a un backlash, il y a un bad buzz énorme. Parce qu'en fait, c'est une entourloupe, notamment de la WBC, de remettre Chavez à ce moment-là. Et Chavez prend ce combat alors qu'il n'est pas prêt, mais il prend pour une histoire d'argent, il est aux aguets. Et donc, quelque part, on offre à l'empereur un combat comme ça. Enfin, c'est pas un cadeau. Hein. Et donc, même dans Showtime, c'est pour moi la seule fois où je vois un diffuseur autant faire l'inverse que de vendre ce combat. Parce qu'ils le disent. Ils le disent, regardez-le, vous pouvez retrouver sur YouTube. Ils le disent, ce combat n'a pas lieu d'être, voilà, tu vois. Et il y a même des commentateurs à l'époque qui se retirent. C'est l'ancien docteur de Mohamed Ali qui fait un speech. Je ne serai pas là, ce combat n'a pas lieu d'être. Enfin, vous imaginez. Donc, l'ambiance, elle est pourrie. Ça se passe à Phoenix, si je ne me trompe pas, Arizona. Absolument. Et ce qui devait se passer se passe. Chavez n'y est pas. Tu n'affrontes pas Tsu si tu n'es pas à 110%. Donc, quand tu es à 55%, que veux-tu qu'il se passe ? C'est horrible. Si vous êtes des fans de Chavez comme on l'est, c'est regardable. Et Tsu est trop dominant. Enfin, c'est quelque part, Tsu a un énorme nom en face de lui, mais alors les conditions, ça n'apporte rien à la légende de Tsu. Non. Non, ça n'apporte rien. Alors, tu l'as dit, le contexte du combat est vraiment très particulier. Chavez, auparavant, bon, il a fait match nul contre Gonzalez, et puis il a perdu au point, je crois, contre un type qui s'appelait Willie Wise, pour donner une petite idée du fond. Voilà. Et la commission de l'Arizona était d'ailleurs à ça. Je crois qu'il y a eu des démarches qui n'ont pas abouti juridiquement, parce que la thune a fini par gagner, le camp de la thune gagne souvent, pour ne pas lui donner sa licence. Voilà, pour ne pas lui accorder sa licence, parce que tout le monde sait ce qui va se passer, bon sang. Oui. Et il y a cette espèce de trompe-l'œil un peu triste et un peu déchirant lors des premiers rounds, parce qu'à chaque fois que Chavez met un coup, le public est complètement derrière lui et explose chaque fois que Chavez envoie un coup. Et Chavez, au début, est assez agressif sur les 2 premiers rounds. Il est assez... Et c'est une espèce de baroud d'honneur qui n'a pas beaucoup de sens. Et tu as presque l'impression que Tsu, voilà, le respecte, de pas trop le rudoyer au début. Mais dès que Tsu accélère, évidemment, il le massacre. Chavez, qui a sa fierté, essaye d'être dirty, essaye de... Mais la vérité, c'est qu'il n'avait aucune chance de gagner ce combat-là. Pour Tsu, c'est une étape importante dans sa carrière. Il est très content à la fin. Mais en effet, bon, avec le recul, c'est quand même très très vilain. Les pirates, vous ne vous sentez pas du tout obligé de regarder ce truc-là. C'est assez indigeste, surtout si vous êtes fan de Chavez. Ouais, complet. Encore un moment ubuesque de la boxe. Voilà. Mais Tsu a donc à la fois la ceinture et puis il accumule des noms quand même, mine de rien. Il accumule des noms et donc dans ces années naissantes des années 2000, il sera une figure.
sera une figure. Et va arriver un combat où, en fait, à mes yeux, on a le grand adversaire de Tszyu. Ce grand adversaire de Tszyu qui était un sacré boxeur. Je vais vous le présenter, j'ai son portrait, il est là. On arrive dans l'année 2001. Si je ne me trompe pas, ouais, il ne boxera plus en 2000, et donc on passe à l'année 2001 avec ce monsieur, Shambo Mitchell. Shambo Mitchell qui était un super boxeur gaucher. Vous le connaissez peut-être, si vous êtes des vieux de la vieille, vous étiez peut-être à Bercy quand désolé de le dire, il atomise façon puzzle, comme dirait Audiard, Khalid Railou pour lui prendre son titre à l'époque. Shambo Mitchell devient champion à Paris. Il n'y a pas match. Hein. Il n'y a pas match. Il est sur une autre... Ce soir-là, en plus, il est extraordinaire. Ce soir-là, il est extraordinaire. Mitchell est extraordinaire ce soir-là. C'était vraiment pas le soir à l'affronter, malheureusement, pour Khalid. Malheureusement. Et c'est un gros pedigree box. C'est un très, très beau pedigree box, Shambo Mitchell, qui affrontera aussi plus tard Mayweather. Enfin bon, bref, à l'époque, il est complètement oublié aujourd'hui. Et affronte un gros combat encore sur Showtime contre Tszyu. Et Shambo va faire chier Tszyu. Alors que Tszyu a ce truc pour les gauchers, il arrivait souvent à timer les gauchers pour passer sa droite. C'est-à-dire que le gaucher, tu sais, il y a ce petit moment où si tu fais l'erreur de un peu tourner sur la droite de Tszyu, mais ne serait-ce que d'1 millimètre, ça déclenche. Tszyu, il est parfait pour ça. On en parlera tout à l'heure. Mais Shambo va lui proposer un combat et c'est un combat encore une fois âpre où on se dit tiens, là il n'y a pas de domination. Là, il se passe quelque chose. Et puis, malheureusement, il va avoir un problème de genou. Ça se voit. Shambo Mitchell va... Je sais pas, il y a son genou qui va sauter et tout ça. Et quelque part, il va devoir abandonner le combat parce qu'il n'arrive plus à simplement tourner. Et il a besoin de ses jambes. Mitchell a absolument besoin de ses jambes contre Tszyu. Donc, c'est un combat un peu qui part super bien, quoi. Et je crois que ça s'arrête au 7e. Mais il part terriblement bien. On était sur les bases d'un superbe combat et peut-être d'un upset. Hein. Enfin, Mitchell, à l'époque, c'est aussi une grande figure. Mais ça n'allait peut-être pas dans le sens de Tszyu. Et donc, malheureusement, la conclusion de tout ça vient ternir. On est comme un truc avorté, tu vois. Et c'est vraiment dommage. Mais on est sur peut-être le grand adversaire de Tszyu. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un combat donc d'unification qui a vraiment cette valeur-là. Mitchell, c'est un athlète assez intéressant. Il est rapide, il est gaucher, donc emmerdant par définition. Il est assez technique. Ouais. Il est un peu tout ce que Tszyu n'est pas. Il incarne ce côté boxeur américain à la gestuelle assez fluide, jamais trop stéréotypé, jamais trop prévisible. Et puis, voilà, il est intelligent. Il a compris, comme tu l'as dit, que il faut tourner autour de Tszyu pour pas lui donner une cible statique. Il faut éviter sa droite. Et il le fait bien pendant les premières rounds. Il le fait très très bien. Et sa vitesse de bras incommode Tszyu, qui en plus est toujours assez facile à trouver malgré tout. Donc, en effet, il y a match. Il y a match. Mitchell gagne des rounds assez sûrement. Après, tu t'aperçois que petit à petit, en fait, Tszyu trouve sa cible. De plus en plus régulièrement, même si c'est jamais un mismatch, enfin c'est jamais une domination écrasante. Et la thèse comme quoi, si tu veux, alors, on a dit après le combat, Mitchell se cherchait une porte de sortie, ou quand tu vois les conditions dans lesquelles certains boxeurs continuent malgré tout, quand tu vois comment David Haye a continué, quand tu vois comment, enfin bon. Je pense que le sens du combat était celui de Tszyu, si jamais les débats s'étaient prolongés. En revanche, c'est vraiment un combat serré. Et d'ailleurs, et on ne dit pas ce qui va se passer après, mais Mitchell va, de manière très insistante, dans la foulée du combat, dire voilà, tu m'as battu sur une jambe, cette victoire, elle ne vaut rien, je te veux, je te veux, je te veux. Il va mener une campagne pendant très longtemps pour avoir un rematch contre Tszyu. Et il va dire beaucoup de merde, d'ailleurs, à l'occasion. Ça va devenir du trash talk. Voilà. Ça va devenir du trash talk parce qu'il y a de la frustration énorme de la part de Mitchell. Je pense qu'il manque. Enfin, c'est porte de sortie ou pas. Je pense que il y a eu un couac corporel à mon avis quand même.
C'est vrai que à partir de là, ça va trash talker. Mais sauf que Mitchell doit se refaire de sa blessure, alors que Tio, ça charbonne. En 2001, ça boxe, ça boxe, ça boxe, ça boxe, ça boxe. À une vraie dimension, toujours aux États-Unis, toujours sur Showtime. Rappelez que pour le combat contre Gonzalez, Mitchell est ringside. Donc, le combat allait se faire. Avec Costatio, c'est assez simple. Hein. Quand l'adversaire est ringside, tu sais que le combat après, ou très peu de temps après, vous aurez le combat. Mitchell était ringside. Et puis là, il va y avoir un autre combat dont je ne veux peut-être pas parler. C'est contre l'Allemand Urcal, qui était un nom de l'époque. Combat âpre, un peu dirty. Urcal, il va pas avec le dos de la cuillère dans le dirty. Pas de combat très agréable. Combat gagné par Tsu. Mais bel exercice de survie de la part d'Urcal. Voilà, bel exercice de survie. Comme tu l'as dit, il est dirty, il a la mâchoire pétée à la mi-combat en gros, et il aura le mérite de continuer jusqu'au bout. Comme beaucoup, je trouve les cartes serrées par rapport à la physionomie du combat. Je crois que c'est une victoire très nette de Tsu pour moi, et les juges le donnent plutôt serré. Plutôt serré. Il était challenger officiel, Urcal. Il fallait le faire, voilà. Il était mandatory, il fallait le passer. Mais ringside, et qui monte sur le ring, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce combat? C'est l'annonce du combat suivant qui est, à l'époque, donc un combat pour fin 2001, genre novembre ou décembre, je ne sais plus, mais qui à l'époque, parce que c'est il y a 20 ans, et 20 ans, c'est suffisant pour oublier l'esprit de l'époque. Tu vois ce que je veux dire, Antoine? Pour oublier quelle était l'ébullition de l'époque. Bien sûr, il y avait encore Tyson qui faisait... Tu vois, on était dans le pré-Tyson, Lennox Lewis, tout ça. Mais 2001, quand on parlait vraiment boxe, on se dit non, un vrai combat. Regardez ce qui est annoncé. C'est ça. Voilà, ils viennent avec leur ceinture. Discours très respectueux des deux. Zab Judah parce qu'il y a aussi le personnage Zab Judah qui en est sorti dans ces années-là, mais n'oubliez pas, discours très respectueux. Zab Judah sait à qui il a affaire. Donc ils sont contents, et le combat est presque, peut-être qu'il a même été signé le matin même, hein, tu vois. Mais on a un énorme combat. Mais pour les super légers, c'est absolument énorme. Ça va se passer, je crois, au MJM. C'est sur Showtime. Regarde, ça, c'est la conférence de presse. Au MJM Grand, effectivement. C'est la conférence de presse. Le gars au milieu, c'est le fameux promoteur qui a tout misé sur Tsu depuis le départ. Le Australien d'origine russe aussi. Tsu avec, merde, je sais plus le gars qui est derrière. Un autre promoteur de légendaire aussi pour Judah. Judah Tsu, c'est absolument démentiel en termes d'affiche. Antoine, l'affiche, avant de parler du combat, l'affiche, quel souvenir t'en as? Franchement, voilà, il y a, pour qui suit la boxe, c'est un événement, un vrai événement. Quand on regarde le match-up en fait, entre ces deux boxeurs, il y en a un qui est à 27 victoires et 0 défaite et un qui est à 27 victoires et 1 défaite. Voilà, c'est... À l'époque, Judah est invaincu. Il apporte une ceinture. C'est une de moins que Tsu, mais il est favori du combat. Et il est favori du combat alors que ça reste un peu un point d'interrogation à l'époque pour les vrais, enfin pour les experts du sport, parce que il a des victoires, mais il a des victoires contre Ward, contre Junior Witter, contre des types qui sont des bons boxeurs, mais quand même. Est-ce que ça fait un champion incontesté? Est-ce que Judah est capable de donner sa pleine mesure dans un vrai événement d'élite mondiale cette fois-ci? Ben, c'est pas certain. Et ce sera toujours d'ailleurs un peu la question qu'on se posera sur Judah, hein, c'est-à-dire les moments très importants, les moments les plus emblématiques d'une carrière. Est-ce qu'il sera à la hauteur de son talent dans ces moments-là? Judah est un gaucher. C'est un match-up très américain. Là encore, on a parlé de Mitchell qui a posé quelques problèmes là-dessus. Ben, Zab, c'est Mitchell en mieux, en quelque sorte. Ça va très vite. Ouais. Ça va très, très, très vite. Ça frappe mieux. C'est un jeune Judah, hein, faut pas l'oublier. Voilà, donc c'est vraiment, il est en pleine possession de ses moyens physiques. Donc, dans quelle mesure
Tsu va être capable d'attraper ce follet, c'est une vraie question. Et je le répète, il est favori pour les bookmakers, en dépit de son côté un peu vert, entre guillemets, parce que dans ces 27 victoires, il n'y a pas tant que ça de victoires de très très haut niveau. Donc c'est très alléchant sur le papier. C'est très alléchant parce qu'on sait que il y a un point d'interrogation côté Judas et on sait que Tsu n'est pas invincible. Donc c'est pour un championnat incontesté, c'est vraiment. On a eu récemment un championnat incontesté à 140 livres. C'était magnifique d'ailleurs, c'était très chouette comme affiche. Hein. Vraiment, Josh Taylor, j'adore. Et son combat contre Ramirez, c'était un bon combat, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce combat-là, c'est un combat important qui aura fait date dans le livre d'histoire. Voilà. Et parce que ça sent la poudre. Ça sent la poudre et effectivement, le combat arrive au MGM. Le MGM mise sur ce combat. Hein. Showtime à vérifier si c'était un pay-per-view de Showtime ou pas. Je suis pas sûr, mais si c'est le cas, ça m'étonnerait pas. Et finalement, un combat qui va aller beaucoup plus vite que prévu, parce que il y a un premier round que tout le monde a oublié. Hein. Il y a un premier round que tout le monde a oublié où Judas est vraiment excellent. Excellent. Mais même dans ce premier round, tu vois que Tsu est dans une recherche du timing et de timer. Voilà. Alors, il laisse le round à Judas. Hein. Judas, il lui laisse le round, mais il est dans, voilà. Ok, je te mets dans ma matrice et tu vas voir que je te mets. C'est pas la matrice. Je dirais pas la matrice. Je te mets dans ma cible. C'est comme une target quand de Top Gun. Tu sais, voilà. Quand t'as le target de Top Gun qui va arriver, boum. Et là, bam, la droite qui arrive, mais parfaitement. Ou garder les yeux grands ouverts. Et ce qui va se passer, c'est la micro-erreur qui va arriver dans le deuxième round de Judas. L'énorme patate plein menton, ce qui fait que Judas tombe directement et il y a la fameuse chicken dance de Judas parce que il veut se, comment dire, je pense que Judas n'est pas KO. Judas est conscient. C'est son corps qui, cérébralement, tu sais, en termes nerveux, qui ne réagit pas comme son esprit le veut. Parce qu'il se relève tout de suite, et là, il y a la chicken dance, tu sais, et tout, et il va tomber dans les cordes, et il se fait tout de suite arrêter par l'arbitre. Mince, j'ai oublié le nom. Enfin bref, vous connaissez. Nedi. Alors, Arrêt qui a plein d'arguments pour lui, tu vois. Mais je pense que visuellement, c'est tellement impressionnant de voir Judas être complètement désarticulé comme ça que ça contribue à, tu sais, à aider Nedi, exactement, à aider l'argument de l'arrêt. Mais il lui donne dit une chose ou pas, ça restera comme ça. Et donc ce combat qui est une énorme affiche, en fait, comment il restera dans l'histoire, c'est que Judas pète son premier grand plomb. Il y a les pétages de plomb de Judas qui sont quand même légendaires, ça ne sera pas le seul, mais c'est le premier grand. C'est le premier grand, c'est-à-dire que Judas, bon, il y a l'arrêt, il y a tout ça, il y a la victoire de Tsu, veut se faire J.N.A.D., tu vois. Il veut le taper et il va même lui envoyer le tabouret. Il va essayer de lui envoyer, alors, ça ne lui retombera pas dessus, mais bref, une sorte de petite bataille se rendre, il se fera retirer la licence, tout ça, il pète un plomb, quoi. Mais en thug, en bon cassos de Brooklyn qui peut être à l'époque, tu sais, parce qu'il ne fallait pas trop lui en promettre, tu vois, Judas. Mais quelque part, tu vois, moi, c'est une grande. Quelque part, les gens disent c'est la grande victoire de Tsu. Je suis pas vraiment d'accord. Je comprends pourquoi. Je suis pas vraiment d'accord. C'est parce que ça arrive. Moi, je dis c'est le plus grand coup de Tsu. C'est la plus grande droite de Tsu de sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que moi, j'ai une petite frustration qui reste toujours avec ça. On connaît ton affection pour Zabjuda. Oui. Évidemment, ton cœur saigne. On le sait. Mon cœur saigne. Voilà. On le sait, malheureusement pour lui, et malheureusement pour toi. Mais en tout cas, c'est
c'est un combat mythique. Alors pour des raisons très particulières, mais c'est un combat mythique. Voilà, on peut pas. Lui, il a marqué les esprits. Lui, on ne l'oubliera jamais. Les gens oublieront peut-être la configuration exacte de Josh Taylor contre Gilberto Ramirez, même si c'était un bon combat. Mais jamais on n'oubliera la manière dont c'est fini. Zab Judah contre Kostas Tsiou. Jamais personne n'oubliera. Alors, il faut ajouter quand même que Judah est absolument certain qu'il va gagner ce combat. Il arrive sur le ring, il est escorté par Mike Tyson, par Asim Rahman. Il est porté par un milieu new-yorkais de la boxe. Il est très sûr de lui, très très sûr de lui. Et tu l'as rappelé, au premier round, il fait plutôt une démonstration. Hein. C'est-à-dire que, notamment, il place son coup signature, qui est vraiment un amour de coup. Il n'y a que Judah qui le fait, celui-là. C'est l'uppercut du bras arrière, du bras gauche, donné sans préparation, et il touche Tsiou sur cette uppercut-là. Et il le touchera aussi Cotto comme ça. Ouais, voilà. Donc, c'est vraiment. Et Matissé, enfin bon, ils l'ont tous pris, quoi, ce coup-là. Et vraiment, t'as l'impression que Judah, en fait, établit sa supériorité un peu. Et alors là, tu vas voir, moi, ça me rappelle un précédent historique, un peu comme un Terry Norris contre un Julian Jackson. Ah, pas faux. Voilà, premier round où pugilistiquement, le mec va plus vite, il est assez sûr de lui, il bouge bien, etc., etc. Et ben, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand tu décortiques le moment du deuxième round? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Judah bouge bien la tête en fait pour éviter. C'est un enchaînement de jab cross. Et en fait, Judah il a anticipé le jab de l'adversaire, donc il bouge bien la tête pour l'éviter. Et c'est quand sa tête se remet en place qu'arrive la droite, boum sur le bouton. Et là, alors, il tombe à plat sur le dos, sa tête heurte le ring, ce qui accroît en fait l'effet du knockdown. Et en effet, il commet une erreur, mais de boxeur inexpérimenté, de boxeur qui, je ne sais pas s'il était déjà allé au tapis dans sa carrière. Il se relève beaucoup trop vite. Voilà. Beaucoup trop vite. Et il commence déjà à parler à l'arbitre. Le premier truc qu'il fait, en gros, c'est plutôt que de se concentrer sur recouvrer ses moyens physiques, etc. Il se tourne vers l'arbitre. Quel besoin tu as d'aller discuter avec l'arbitre dans un moment pareil? Surtout cet arbitre-là, Gennady, parce que c'est aussi. Gennady, il a quand même une carrière. Il a fait des trucs un peu. Oui, non, mais quel intérêt manque de lucidité à peu près total. Et effectivement, au moment où il se tourne vers Neddy, ses jambes se dérobent sous lui, il fait la chicken dance. Et là, Neddy, objectivement, aurait pu le compter. Déjà voir s'il se relevait et le compter. Il aurait pu le faire. Après, Kostas Tsiou, quand il te blesse au deuxième round, bon, comment te dire, voilà, les choses se présentent mal. Quoi qu'il en soit, les choses se présentaient mal. Là, tu as affaire quand même à un finisseur hors pair qui sait très bien, qui connaît le goût du sang, qui est. Voilà, c'est. Donc, à mon avis, les données du problème sont insolubles pour Judah à ce moment-là. Le malheureux, voilà, il lui est arrivé ce qui ne devait pas lui arriver. Et si Neddy ne l'arrête pas, à mon avis, la suite est un long calvaire. Comme il a pu arriver à Zab d'en subir un peu plus tard dans ses combats suivants. Mais c'est mythique ce qui s'est passé. La chicken dance, le pétage de plomb, etc. On est dans cette espèce de glamour des années 90 que t'aimes tant. On est dans. Voilà, c'est un moment iconique. C'est un truc. Et c'est forcément quand même. Voilà, c'est un finish de légende dans un combat pour un titre incontesté. C'est un truc. C'est un événement extrêmement particulier. Alors après, j'aurais préféré, tout le monde aurait préféré que Tsiou s'impose à l'issue d'un combat de légende. C'est-à-dire un vrai combat de légende au sens, une dizaine de rounds très âpres, très serrés, avec chaque boxeur ayant ses moments, etc. On aurait adoré ça. La vérité, c'est que c'est pas du tout passé comme ça, mais c'est un combat qui, très cruellement, résume tous les défauts de Zab Judah en 5 minutes. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et finalement, énorme victoire. D'ailleurs, je redis encore une fois, comment il place sa droite contre un gaucher dans toutes les écoles de boxe. Hein. Si vous devez affronter un gaucher, regardez comment Tsiou gère des gauchers. C'est très, très, très intéressant. Et là, c'est un cas d'école. Voilà. Et je pense aussi que pour Tsiou, avoir affronté Mitchell avant Judah a aussi contribué à ce qu'il soit très confiant. Qu'il soit confiant et qu'il ait la conviction que sa droite allait passer. Et ça a été le cas. Ça a été le cas et vraiment incroyable. Mais
de là, comme on l'a dit, même si le rocambolesque de la situation a marqué les esprits, de là aurait dû se passer pour Tio encore un autre niveau. Il aurait dû rentrer dans un autre niveau de carrière, à mes yeux. Ça ne va pas être le cas. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu... Cette victoire est malgré tout crève-cœur. Il est undisputed. Il a les ceintures et tout ça. Donc, il rentre dans le côté linéal de la catégorie super léger qu'il a toujours respecté, dans laquelle il a toujours compétitionné. Et il rentre par la grande porte maintenant. Et c'est aussi à cause de ça qu'on le retrouve dans des... J'ai fait dernièrement, avec Vincent l'historien, j'ai fait le classement de Ring Magazine par catégorie. Ouais. Et il fait partie du top 5 selon Ring Magazine des super légers. C'est notamment à cause de cette soirée-là, évidemment. Mais il aurait dû rentrer dans une autre dimension. Et ça ne va pas être le cas. Parce que, à l'inverse de 2001, où il boxe beaucoup, 2002, il va boxer qu'une fois, et 2003, si je ne me trompe pas, aussi. Parce qu'il y a blessure. Et en fait, c'est le coup du sort qui vient ralentir une carrière qui aurait été une carrière, je pense, vraiment une carrière de grande star, qu'il ne va pas avoir. Je suis d'accord. Voilà. Il ne va pas avoir. Alors, il y a un combat, donc j'ai oublié en 2002, c'est contre Leija, Jesse James Leija. C'est en 2003. C'est en 2003. Et c'est donc un combat par an. Et il doit gérer des blessures et tout. En 2002, c'est un Guigny contre un Ghanéen complètement inconnu au bataillon, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, Bentaki, qui n'a pas vraiment marqué l'histoire, qui a eu une victoire d'ailleurs par décision, assez curieusement, parce que ce n'est pas un adversaire de groupe Pedigree Box. Mais et Leria, c'est en janvier 2003 et il ne reboxe pas après. C'est à Melbourne. Il ne reboxe pas. Voilà. Il ne reboxe pas pendant presque 2 ans. Et Leira, c'est un boxeur, tu vois, c'est un boxeur qui vient des super plumes. Donc bon, c'est un nom en boxe, c'est un bon boxeur. Mais enfin bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas une victoire extraordinaire dans un palmarès tel que devrait l'être celui de Tsu. Non, c'est tout à fait normal qu'il batte ce mec-là. En plus, il boxe à domicile. Si je dis pas de bêtises, ça se passe à Melbourne. Donc voilà, c'est normal qu'il batte ce type, qui fait d'ailleurs un bon début de combat. Et puis ensuite, Tsu déclenche la machine et Leira, franchement, fait le meilleur combat qu'il puisse faire et il est arrêté au 6e round parce que c'est trop compliqué, quoi. C'est trop compliqué. Mais avec un dessous et avec un dessous certainement diminué parce que de janvier 2003 jusqu'à novembre 2004, il ne boxera pas. Il ne boxera pas, c'est important à savoir. Il avait déjà 32 ans, je crois, quand il bat Zab. Et donc, effectivement, il est déjà, voilà, mine de rien, le temps commence à l'usure physique. Le corps commence à craquer, ce qui est souvent le cas avec les boxeurs qui ont des carrières comme ça. Hein. Le corps commence à craquer. Le mec fait de la boxe depuis toujours, donc il y a l'entraînement ou voire le surentraînement qui commence à se faire payer et tout ça. Donc on se dit, c'est quid de sa carrière. Il se remet bien et en fait, et on vous l'annonce déjà, il va finir sa carrière par un grand comeback. Et le grand comeback, il va prendre... Et là, moi, je trouve qu'il faut avoir des coronesses, parce qu'en sortant de presque, j'exagère, 2 ans d'inactivité au plus haut niveau, tu te dis, que tu sois Costatue ou pas, tu vas prendre un combat ou peut-être 2 combats faciles pour te remettre dans le bain, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait compréhensible, et que d'ailleurs, on conseillerait à tout champion qui est inactif, il a vraiment le droit à ce qu'on appelle les warm-up fights. Avec Stu, pas de warm-up. Pas de warm-up parce que c'est la revanche contre Shambo Mitchell. Shambo Mitchell n'a pas arrêté, lui, pendant ces années, de crier à la fois au vol, d'être dans le trash talk avec Costatue. Et donc, il va avoir Stu Mitchell 2, qui va se passer aussi à Las Vegas, si je ne me trompe pas. Je suis plus sûr. Ça se passe aux États-Unis, mais je suis plus sûr. Ouais. Je suis plus sûr où ça se passe, mais regarde l'affiche. Elle me fait délirer cette affiche. Regarde. Mais qui fait des affiches comme ça? C'est The Making of a Legend. C'était le gros retour avec ses lunettes noires. Mais c'est le délire. Ça. Il faut être australien pour acheter une affiche comme ça ou quoi. C'est chelou. C'est chelou. C'est chelou. Mais Tsu, alors que on connaît, il y a un gros point d'interrogation sur
sur les conditions dans lesquelles il est, eh ben, il va régler l'histoire contre Jean-Baptiste Mitchell. Il va régler l'histoire. Là, c'est plus la même mayonnaise, la même limonade qu'au premier combat. Tsu est là. En plus, il est déterminé à lui régler son cas à Mitchell. Et Mitchell, qui est plutôt beau encore à voir boxer ce soir-là, mais là, par exemple, les impacts de Tsu, il ne peut pas les cacher. Hein. Ça fait mal. Qu'est-ce que ça fait mal pour un combat, et là encore une grande victoire de Tsu qui règle peut-être le grand adversaire de sa carrière, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ce rematch avec Mitchell? C'est une bonne question sur voilà, est-ce qu'il aurait été le grand adversaire? Ce qui est sûr, c'est que c'était un bon. Hein, voilà, on va pas se mentir. Alors, il faut pas oublier non plus d'ailleurs, quand on remet un petit peu les choses en perspective, que c'est une victoire de Floyd Mayweather, Shamba Mitchell. Mais c'est une victoire, j'allais dire, il a mangé les restes de Costia, c'est-à-dire que voilà, il a techniquement battu un Shamba qui aura perdu 2 fois contre Tsu. Et en effet, il y a quand même, alors, Tsu en plus à l'époque, donc tu l'as dit, 22 mois d'inactivité, il a perdu sur tapis vert pour inactivité 2 de ses 3 ceintures. Donc son image, son étoile a pâli en quelque sorte. Et il y a tout ce contexte un peu d'antagonisme où Mitchell, voilà, qui n'a lui pas perdu depuis sa première défaite, eh bien, voilà, essaie de mettre la pression, trash talk, etc. Et la démonstration derrière est assez savoureuse parce qu'effectivement, tu es très fâché. Lui, il a plutôt tendance à parler sur le ring, quoi. Et effectivement, alors le premier round est relativement serré. Mitchell met même une jolie droite. Donc c'est plutôt voilà, c'est un round qui rappelle un peu le premier combat, le début du premier combat. Et puis au deuxième round, Tsu place coup sur coup, gauche-droite, puis droite-gauche. On voit Mitchell dos aux cordes et Mitchell survit, mais vraiment il a pris le bouillon. Et au troisième round, Tsu va finir l'affaire de manière extrêmement à sa façon, il met la même droite que contre Judah, en gros, knockdown. Puis ensuite, il finit son homme de manière très, très propre et très. Donc voilà, il y a un côté. Alors, j'ai pas vraiment suivi de près en 2004 ce combat-là, mais je le regrette un peu parce que tu vois, quand tu es fan, je me mets dans la peau d'un hardcore fan de Tsu qui est un peu dans l'inquiétude, qui est un peu dans l'agacement vis-à-vis de Mitchell. Le fait de voir, s'il n'y a pas plus satisfaisant que ce dénouement-là, parce que vraiment, il lui pète la gueule, quoi. Et tout le monde se dit, Tsu est immortel, parce qu'il est déjà dans ses mid-30s, on va dire ça comme ça. Hein. Il a vraiment pas rajeuni. Il est aussi rouillé qu'on a pu l'être, et il fait une démonstration, il massacre un adversaire qui est un adversaire de valeur mondiale. Donc voilà, il y a de quoi se dire que ce Tsu-là va durer très longtemps. Voilà, c'est un gros comeback. C'est un gros comeback, voilà, et une belle impression, gros comeback, récupération de ceinture, enfin bref, tout y est. Et donc, quid de sa carrière? Eh ben, ça va continuer. Alors, ça va pas continuer longtemps. C'est ça aussi qui est assez surprenant parce que dans la dynamique en 2004, tu sais, cette victoire-là, elle se dit, putain, voilà, on a le Tsu qu'on a adoré dans les années 90, qui est là encore, et tout. C'est l'homme de la catégorie des super légers. Et donc, il va prendre un combat contre une terreur anglaise de l'époque, et qui va être la figure anglaise des années, de la décennie 2000, vraiment pour sûr, pour aller faire le combat de la décennie 2000 sur les terres anglaises, donc certainement l'un des grands combats des années 2000, tout simplement, c'est Tsu contre Hatton. Voilà. Ça arrive le 4 juin 2005. Donc il y a plus de 6 mois encore pour Tsu pour ne pas boxer. Je pense qu'il aurait peut-être eu besoin de rythme et il aurait peut-être eu besoin d'un autre combat entre-temps contre Hatton. Parce que Hatton, ce combat-là va être assez exceptionnel. Je vous montre une photo par exemple qui est un peu représentative du combat. Voilà. Et puis je vais vous montrer aussi une combat d'après-combat. Un portrait des deux après combat. Et après on va retourner sur le fait du combat. Regarde.
Voilà, comment les deux finissent le combat. Ça te dit un petit peu. Ça te marque les esprits, ça te dit ce qui s'est passé. Donc, Tuaton est absolument incroyable et légendaire finalement, parce que ça vient marquer plusieurs choses. Donc, Tue est la star internationale qui vient en Angleterre, comme c'est le cas souvent, et comme ça sera encore le cas toujours, puisque le public anglais, la boxe anglaise est attractive. Est attractive parce que on boxe, on a un amour de la boxe, il y a une culture boxe, il y a aussi les arénas pour. Et ils ont déjà les belles arénas pour faire des grands moments internationaux. Donc, c'est quand même la star, Tue, qui arrive en Angleterre contre Hatton, qui est lui à la ceinture WBU. Voilà la ceinture, hein, je te raconte pas, hein, c'est pour rire. C'est pour rire. C'est Frank Warren qui est derrière ce combat, et c'est le Manchester Arena qui est complètement rempli et qui est en feu. Parce qu'il y a déjà un culte qui s'est fait sur Ricky Hatton. C'est-à-dire que Ricky Hatton, c'est à Manchester. Manchester a choisi Ricky Hatton. C'est-à-dire, c'est le petit gars, c'est notre petit gars. Voilà. C'est le petit gars de la ville. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça a beau être un supporter de Manchester City et pas de United, peu importe. Tout Manchester est avec lui. Donc, c'est le feu. Surtout qu'Hatton est un boxeur généreux. C'est surtout qu'Hatton, un peu comme Costa Tue, est l'homme d'une catégorie, selon moi, les super légers. Et en fait, on s'en aperçoit pas parce qu'Hatton va continuer sa carrière, mais le grand moment d'Hatton, c'est là. Il est le 4 juin 2005. C'est le Hatton plus. C'est le Hatton au carré que vous avez là. Il n'y aura jamais meilleur que lui. Enfin, que ce Hatton de ce soir-là. Et pour Tue, c'est terrible parce que Tue est vraiment, encore une fois, très propre dans sa boxe, mais il se fait agresser comme jamais il s'est fait agresser. Parce que Hatton va développer sur Tue la boxe proprement à Hatton. Agression après le jab. Tu laisses pas Tue s'exprimer. T'es là. Tu prends le jab, tu le slick et t'agresses tout le temps. C'est une machine ce soir-là, le mec. Le mec est une machine. Moi, quelque part, tu vois, moi j'étais sur le cul, bien sûr, avec ce combat, mais avec le temps, je me dis, mais à quoi il marchait Hatton ce soir-là, quoi? Parce que c'est presque inhumain. Honnêtement, c'est presque ce niveau d'agression sur Tue, hein, c'est pas sur le boucher de Trifoulinénois hein, qui fait ça. Hein. Il fait ça sur Tue. Mais il est génialissime ce combat. C'est le feu. C'est le feu. Dernière anecdote, ce combat intéresse tellement Showtime qu'il aura lieu à heure locale, à 2h du matin, heure locale, pour qu'il soit diffusé en prime time sur la côte est américaine. Voilà, donc aussi, mais tu t'aperçois pas qu'il est 2h du matin. Ils sont chauds bouillants, les roast beef. Hein. Même à 2h du mat, il n'y a pas de contre-coup. Hein. Enfin, c'est ouf, quoi. Je laisse l'affiche parce que c'est fou. Antoine, moi, j'ai envie de t'entendre sur ce combat qui est finalement difficilement comment dire, à décrire, qui est très difficile à décrire. C'est un très, très, très bon combat. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est triste, en définitive, pour la carrière de Tue, c'est que les deux meilleurs combats de sa carrière, c'est ses deux défaites. Si je schématise de manière un peu cruelle, mais c'est ces deux défaites. Quand on se resitue à ce moment-là, ce soir de juin 2005, Hatton, il a déjà 38 victoires en professionnel, mais c'est la division 2. C'est la division 2. C'est un type que Frank Warren couve parce qu'il vend des tickets, parce qu'on adore ce petit gars, le petit garagiste, qui est vraiment un mec du peuple, qui se la raconte pas, qui a toutes les qualités qu'on aime en Angleterre, qui va au contact, qui travaille de près, qui est vraiment un carrossier du ring, quoi. Les Anglais l'adorent. Et donc, c'est do or die ce soir-là pour Hatton. Et en effet, les bookmakers donnent Tue assez nettement favori. Tue a beau avoir été inactif, il a beau avoir 36 ans quasiment, il a des références mondiales que Hatton est très loin d'avoir. Hatton, il a battu d'anciens adversaires de Tue, mais bon, le fameux Bentaki, le Ghanéen dont on a parlé, qui était un gimme fight de l'année 2002. Puis il a battu Vince Phillips, mais Vince Phillips qui avait vieilli lui aussi dans l'intervalle. Donc franchement, il n'a pas de référence au niveau mondial, Hatton. Et ce soir-là, dans une ambiance anglaise qui explique, la légende de Hatton se construit ce soir-là, et ça explique pourquoi
jusqu'au bout contre Mayweather, le public anglais dominait l'assistance lorsqu'il a perdu contre Floyd. Pourquoi les Anglais aimaient d'amour Ricky Hatton? Parce que c'est un combat merveilleux. Merveilleux qui se passe dans une ambiance de fou. C'est un combat où Hatton révèle de vraies qualités pugilistiques au-delà de son cœur, au-delà de son côté bagarreur. Mine de rien, au début du combat, il arrive à s'approcher de Tsu en donnant un jab assez efficace. Les premiers rounds, il avance très intelligemment, il est précis, et en effet, Tsu n'est pas un boxeur qui a l'habitude de reculer. Toute sa carrière, il l'a faite en avançant, grosso modo, et là, il subit la pression d'Hatton. Après, il y a une deuxième... Donc, le début, Tsu met un peu de temps à carburer, met un peu de temps à lancer la machine. Après, il y a tout un moment où finalement, c'est lui qui met les coups les plus nets, mais il doit toujours reculer, parce qu'Hatton continue à mettre la pression, et puis il fait du Hatton. C'est-à-dire que quand il a réussi à s'approcher, voilà, c'est un coup dans les reins, Et Tsu, il n'a jamais vraiment connu ce type de combat en professionnel. Il n'a jamais vraiment géré ça. Et une première fois à 36 ans, à quasi 36 ans, c'est pas simple. Et puis, il y a toute la fin. Avec Gonzalez, sauf que Hatton, c'est avec beaucoup plus de brutalité. Voilà. Contre Hatton, c'est souvent du combat de près et souvent Tsu doit reculer. Et arrive dans le dernier tiers du combat, la fatigue, quoi. Tout simplement, vous avez vu sa gueule, le capitaine vous l'a montré, vous avez vu sa gueule à la fin du combat, arrive la fatigue, il a beaucoup mangé, il n'en peut plus. Il est contre un adversaire qui est survolté, parce qu'il est porté par, 15-20 000 personnes dans la Manchester Arena. Et ce qui est terrible pour Tsu, finalement, c'est qu'il est contraint à l'abandon. Il est contraint à l'abandon à la fin du 11e round, il ne disputera pas le 12e. Au moment où le public comprend que Tsu ne reviendra pas, la salle explose. C'est des images complètement dingues. C'est une allégresse complètement folle. Hatton est chaviré d'honneur lui-même. Il y croit pas. Il faut bien croire. Il faut bien comprendre que tout champion local qu'il était, peu de gens misaient un copec sur lui. Et c'est magnifique. Et ce qui est très cruel pour Tsu, c'est que il perd un combat qu'il ne devait pas perdre. Et sa carrière s'achève sur un abandon. Mais là, il faut le dire, parce que cet abandon-là, pour moi, il est extrêmement symbolique. Parce que, regardez les images, j'ai déjà d'une part l'impression que c'est Tsu qui est le chef dans son coin et qu'il le prend lui-même. C'est l'impression que ça me donne. C'est pas l'entraîneur qui est là et tout. Non, c'est Tsu qui le prend, tu vois. Et en plus, ce qu'on peut pas comprendre sur le coup, mais qu'on va vite comprendre, c'est qu'il arrête. Pas le combat, c'est qu'il arrête la boxe. C'en est fini. C'en est fini. Et ça, symboliquement, c'est très fort. À ce moment-là, qu'on peut que supputer, parce qu'il n'est pas, il n'a pas une grosse coupure, il n'a pas un œil fermé, pas complètement. Il n'est pas hors service, mais à l'intérieur, il doit être détruit, quoi. À l'intérieur, ça doit être, il n'en peut plus. Et il faut respecter ça malgré tout. La cruauté de ce moment, la grande cruauté de ce moment, doit être mise en perspective, d'une part parce que c'est aussi un moment très beau pour Hatton, et d'autre part parce que l'histoire, si Hatton se fait péter la gueule la fois d'après quand il défend sa ceinture, évidemment là c'est pas la même histoire pour Tsu, parce que s'il perd contre un pauvre gars qui fera jamais rien de sa life, c'est différent. Mais il y a le Ricky Hatton d'après, c'est-à-dire que Hatton va révéler ensuite à 140 livres que c'était un champion de grande valeur, parce que derrière il va battre des mecs solides ailleurs que chez lui. Il va battre Colasso, il va battre Urango, il va battre Castillo sur un KO mémorable. Il va faire un super fight contre Floyd Mayweather. Donc voilà, il n'aura pas perdu contre un anonyme carrossier mancunien. Il aura perdu contre un boxeur qui lui aussi aura laissé sa trace à 140 livres. Voilà. Et il faut respecter ça. Mais c'est un moment combat légendaire. Regarde ça. C'est un combat qu'il faut voir. On va être très clair, c'est un combat qu'il faut absolument voir. C'est assez magique. L'énergie que déploie Hatton sur ce combat est un truc de maboule. Il pouvait, si la centrale nucléaire de Manchester elle était en panne, lui, il pouvait la remplacer. Il pouvait la remplacer, c'est fou. Ah non, c'est un voilà, il n'y a pas à rougir de cette défaite-là, même si sur le coup, elle a sûrement fait très mal, au sens où,
tu perds contre un adversaire, tu abandonnes contre un adversaire sans grosse référence. Malgré tout, c'est pas très glorieux. Et voilà, bah non, en fait, il a perdu contre Ricky Hatton, donc le passage de témoin, le passage de flambeau, il est assez beau. Voilà. C'est ça. Par rapport en termes de linéarité, si je puis dire, de la catégorie, ce combat-là est un combat référence, c'est-à-dire que voilà, l'homme qui a battu l'homme, tu vois. Et ça, au moins, ça, parce que c'est loin d'être le cas maintenant. Et quand on a ces moments-là, au moins, c'est des moments repères. C'est vraiment tu sais, c'est vraiment un repère par rapport à ton histoire de boxe. Vraiment, tu as raison. Et finalement, là où Tsu est un peu un mec à l'image de sa boxe, un mec droit, tu sais, c'est que il prend la décision et il ne reviendra jamais dessus. Dans une époque où, tu sais, 2-3 ans plus tard, il aurait pu faire un comeback, c'est pour le pognon, hein, pour le chèque. Il aurait pu faire un comeback. On l'a annoncé une paire de fois. Ouais, il y a eu des rumeurs. Il était un nom assez établi pour se permettre un comeback quelques années plus tard. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas parce que je pense aussi qu'il respecte trop la boxe. Enfin, de toute façon, il l'a goûté lui-même dans sa chair. Il respecte trop la boxe, il sait trop ce que c'est pour tenter des comebacks. Mais malgré tout, maintenant, vu qu'on a parlé de ce moment où il arrête la boxe, ce Kostya Tszyu, finalement, comment le considérer? Alors, j'ai pas fait. C'est vrai que là, on a enchaîné directement sur la discussion. J'ai même pas fait mes devoirs de vérifier s'il était ou pas au Hall of Fame. Je crois qu'il n'y est pas. Il n'y est pas encore. Ouais, voilà. Me dites-moi si je me trompe, mais on va partir du principe qu'il n'y est pas. Moi, je pense que c'est un cas de questionnement en termes de Hall of Famer ou pas. Il est rentré au Hall of Fame en 2011. Ah bah, il est Hall of Famer. Mais comme tu dis souvent aussi, il y a aussi des niveaux au Hall of Fame. Et justement, c'est pas, finalement, malheureusement, je pense que c'est un grand boxeur qui n'a pas complètement eu la carrière qui lui était destinée. Je garde ça. C'est une figure de notre époque. Hein. Vraiment, c'est une figure des années 90. Nous, vraiment, on a été à fond sur Tszyu. Mais quelque part, les aléas de la boxe, du boxing business, de l'AOYA, de la boxe elle-même, quand tu te prends un upset dans la gueule, le retour, les comebacks, les mecs qui t'évitent aussi, parce que, tu vois, on aurait pu se dire, tu vois, 2004, bon, il était blessé, mais je veux dire, Mayweather, il était où à cette époque-là? Il était en super léger, les amis. Il était en super léger. Bref, il n'a pas eu peut-être toutes les affiches énormes qu'il aurait pu prétendre. Mais il a quand même assez pour être un Hall of Famer, j'en conviens. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais c'est quelque part, c'est, je pense, une pépite, peut-être l'une des meilleures pépites russes de l'ex-URSS, qui aurait pu peut-être avoir encore plus. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord sur la dimension, sur le fait qu'il a eu une très belle carrière. Une très belle carrière, c'est quand même voilà champion incontesté. Il a reconquis des titres après les avoir perdus. Il a une victoire très iconique contre Zab Judah. Ça fait quand même partie. Voilà, il a un dossier très acceptable pour le Hall of Fame. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il avait, ce qui est un peu décevant chez lui, c'est qu'il avait tellement de talent. C'est un immense boxeur offensif. Regardez les images de Tszyu si vous ne le connaissez pas. Il avait tellement de talent, tellement de qualité pugilistique qu'il aurait pu aller plus loin. Il aurait pu faire plus, probablement. Donc je te rejoins. Au final, donc 31 victoires, 2 défaites. C'est alors pas beaucoup de victoires contre des chauffeurs de taxi. Hein, tu l'as dit, il est rentré très vite dans le vif du sujet. C'est un type qui a eu une carrière solide. Ouais. Ça aurait pu être une méga star. Il n'aurait été qu'une star entre guillemets, mais une star pionnière parce que voilà, il leur a porté cette dimension un peu expérimentale de boxeur de l'ex-Union soviétique qui s'impose dans le monde de la boxe professionnelle. Je pense qu'à l'époque, connaissant un peu les Américains et c'est légitime, ils devaient aussi le regarder en mode tiens donc mon gars, viens voir un peu comment ça se passe par chez nous, on va t'expliquer, etc., etc. Ils sont un peu comme ça vis-à-vis de la boxe, vis-à-vis des Européens, etc. Donc bon. D'ailleurs, beaucoup ont dû ricaner le soir du combat contre Phillips, et évidemment aussi, cette bonne guerre. Toujours est-il que voilà, il y a une dimension historique de pionnier chez lui, et puis il y a, j'en reviens là,
ce qu'on voit sur le ring, c'est-à-dire un boxeur avec de vraies lacunes défensives, mais offensivement, un sens du timing, un sens du combo, quelque chose de toujours plaisant, quoi. On aime voir des boxeurs comme ça, on n'en voit jamais assez. Lui, c'est une espèce de référence. Franchement, c'est faites-vous plaisir les pirates. Revenez sur les combats dont on vous a dit qu'ils valaient la peine. Kostiatiu, c'est toujours un bon moment, quoi. Et c'est du, moi j'ai toujours trouvé ça, c'est du proto Triple G, tu vois. C'est vraiment, il y a de cela, tu vois, chez Tsu, qu'on retrouve chez Triple G. Ouais, le mec qui a du mal à reculer, qui avance, qui met des combos, qui sait enchaîner corps face, qui a, voilà, c'est bon. Au positionnement, au fundamentally. C'est vraiment, qu'est-ce que être fundamentally sound selon les Russes? Tu vois, c'est, Ouais. voilà, regardez dessus. Effectivement. Bah, écoute, tu as fait la conclusion parfaite. J'aurais pas pu dire mieux. Je te remercie énormément, Antoine, aussi pour cette discussion qui nous faisait plaisir sur Tsu. J'espère que aussi ça vous a fait plaisir. Les discussions Hall of Fame, bien sûr, continueront en 2022. Voilà, on vous laisse avec celle-là à la déguster pendant quelques temps. Et avec Antoine, on va réfléchir à d'autres portraits à vous faire pendant cette année. Donc, bonne année à vous si vous nous regardez, que ce soit avant ou après la nouvelle année. Bonne année à vous. On se rejoint bientôt pour d'autres aventures box. Merci encore. 130livres.com. Antoine, merci à toi.